Bien le bonjour! Voici, après de longues semaines sans rien glander, le retour en force de l'émission avec ce 4e épisode. Et oui, retour en force car je débarque avec un nouveau petit concept, la vidéo portrait. Bon, entre nous, ça se fait déjà et j'avais prévu le schmilblick depuis un moment, mais voilà, c'est la petite nouveauté de la rentrée. Donc on y va sans plus tarder. Bienvenue dans Du Ballet, l'émission qui cause ballet classique et plus encore. Aujourd'hui, on dresse le portrait d'une ancienne étoile de l'Opéra de Paris, Agnès Le Testu. Agnès Le Testu est née le 1er février 1971 à Saint-Maur. Elle a commencé la danse à l'âge de 8 ans au conservatoire de sa ville natale. C'est le célèbre Lac des Cygnes qui lui en avait donné l'envie. Le ballet lui-même, les interprètes des deux rôles principaux, les costumes et même le côté fantastique de l'histoire. C'est en voyant un ballet à la télévision, le Lac des Cygnes avec Margot Fonteyn et encore Rodolphe Nureyev, que j'ai voulu faire la même chose. C'était pas très clair, j'avais 8 ans, donc c'était vraiment un peu flou. Je voulais avoir le costume, je voulais danser avec Rodolphe Nureyev, je voulais avoir le rôle de Margot. Voilà, c'était un petit peu flou. Ses parents l'ont donc inscrite à un cours de danse et quelques temps plus tard, sur conseil de son professeur qui l'a trouvée déjà très douée, elle a intégré à ses 12 ans l'école de l'Opéra de Paris. Et c'est là que l'envie de danser, d'en faire un métier, s'est révélée pour elle. Elle s'y investissait avec plaisir car même si l'emploi du temps est chargé et que le travail est difficile, c'est quelque chose qu'elle avait choisi et qui lui plaisait. Et elle a bien fait de suivre dans cette voie puisque la directrice de l'époque, Claude Bessy, disait d'elle qu'elle était sa meilleure élève. Malgré la déception de n'avoir qu'une tunique de répétition et non les somptueux costumes de scène qui la faisaient tant rêver, Agnès aimait les cours de danse, la discipline, le travail et les locaux de l'école qui étaient encore au Palais Garnier jusqu'en 87. J'ai commencé à vraiment connaître la danse et l'aimer en commençant les cours de danse, puisque la première motivation, ça avait été de porter le costume. Mais très très vite, j'ai été intéressée et passionnée par le côté technique et le côté travail quotidien, progrès petit à petit. En jeune danseuse douée et acharnée, Agnès a été admise à ses 16 ans dans le corps de ballet, donc en tant que quadrille, rappelez-vous la petite pyramide. Elle a ensuite été promue coryphée en 88, puis sujet en 89, et après un échec au concours, elle a retenté et finalement a été promue première danseuse en 93. Elle s'est alors vue confier des premiers rôles, notamment dans Giselle, un des plus grands ballets blancs, dans Le jeune homme et la mort de Roland Petit, dans In the Middle Somewhat Elevated de William Forsythe, ou encore dans Glass Pieces de Jerome Robbins, qui sont des pièces plus contemporaines. Et c'est le 31 octobre 1997 qu'elle a été nommée danseuse étoile à l'issue d'une représentation du Lac des Cygnes. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie, oui, puisque c'était une consécration. J'avais déjà les rôles d'étoile, puisque Brigitte Lefebvre, la directrice, me faisait confiance. Déjà, elle me donnait tous les rôles d'étoile, mais je n'avais pas ce titre qui n'arrivait pas, parce que bon, pour des raisons d'organisation de la danse, il fallait que quelqu'un parte pour qu'il y ait une place. Voilà. Moi, j'ai eu un petit moment de réaction, puisque quand on attend quelque chose qui ne vient pas, qu'on arrête d'y penser et que ça arrive, finalement, on est presque surpris, quoi. Comme si ce ballet qui avait suscité sa passion pour la danse avait été un indice laissé par le destin. Elle le considère comme son ballet fétiche qui lui a porté chance, car c'est celui qui lui a donné envie de faire de la danse et des costumes, qui l'a porté à sa consécration et qu'elle a ensuite dansé aux 4 coins du monde. En tant qu'étoile, c'est d'ailleurs d'autant plus de responsabilités qui lui incombaient. Elle n'assurait que des premiers rôles et avait un devoir de représentation au sein de l'opéra. On est devant et on est une sorte d'exemple pour tout le groupe, pour tout le corps de ballet. Et si l'étoile qui est devant, qui doit mener et guider toute la troupe, flanche n'est pas là, n'est pas présente au niveau de l'impact, c'est toute la qualité du spectacle qui retombe. Donc, sur scène et à la ville aussi, il faut être exemplaire. En répétition, on doit être... Oui, on doit être un exemple pour le travail, pour l'assiduité, pour la manière de se comporter, la manière de répondre. Son répertoire est évidemment vaste, donc impossible d'en dresser une liste exhaustive sans y passer un temps fou. Mais pour vous donner une idée, avec des ballets plus ou moins connus, on peut citer La Bayadère, Cendrillon, Don Quichotte, La Belle au bois dormant, Roméo et Juliette, Raymonda, Le Lac des Cygnes, La Sylphide, Paquita, Le Grand Pas classique, Giselle, et dans un registre plus contemporain, une autre version de Giselle, Cygne, 9e symphonie, Suite en blanc, Wonderquan,
La Dame aux Camélias, In the Night et j'en passe toute une flopée. Toutefois, sa renommée date de bien avant sa nomination d'étoile. Repérée à son premier concours interne par Brigitte Lefebvre, chargée de la danse au ministère de la Culture à l'époque, elle a été désignée par celle-ci pour participer au concours de l'Eurovision de 1989. Elle y a remporté le grand prix du concours des jeunes danseurs pour la catégorie danse contemporaine, ce qui lui a donné une reconnaissance internationale. Elle a par ailleurs reçu la médaille d'or du concours international du ballet de Varna en 90 et bien d'autres prix comme celui du Cercle Carpeau, de la ROP, le prix Massine et le prix Benoît de la danse. Rien que ça. Elle est valorisée par ses pairs pour sa technique mais aussi pour son tempérament, ses capacités d'interprétation, son ambition et son talent que ses premiers professeurs avaient vite remarqué. Guylaine Tesmar, grande danseuse étoile et professeure du Ballet National de Paris, a été l'un des premiers professeurs de danse d'Agnès Le Testu. Depuis, elle reste sa guide et conseillère. Agnès Le Testu, je l'ai remarqué tout de suite dans le ballet. C'était une fille raisonnable, sage, avec des dons absolument incroyables, des développés, un pied sublime, très réservée dans le travail. Agnès always gave very, very impeccable performances of the ballets. Yeah? They were always just perfect interpretations. Yeah? And I think that is part of her character. She can't imagine doing less than that. I think it's really incredible to see an étoile like you to be able to do the classical work in such an accomplished way and modern stuff like this. Elle a construit par son intelligence, par sa modestie, par son ambition, par rapport à tout ce qui est contrasté en elle, elle a construit le fait de pouvoir être une des plus belles dames aux camélias dans la chorégraphie de Neumeyer. Au-delà de ses enseignants et des chorégraphes pour qui elle a travaillé, Agnès en devait bien sûr également aux autres danseurs qu'elle côtoyait, et notamment les partenaires avec qui elle partageait la scène. Parmi les plus grands partenaires masculins d'Agnès Le Testu, il y a eu Nicolas Le Riche, avec qui elle aimait particulièrement danser, Stéphane Bullion, qu'elle a rencontré en fin de carrière et avec qui elle a dansé pour ses adieux à l'Opéra de Paris, et surtout José Martinez, avec qui elle a fait la grande majorité de sa carrière. À un point tel que pour sa représentation d'adieu à lui, il a dansé avec Agnès dans un ballet dont lui est chorégraphe et elle est costumière. Parce que oui, elle est aussi créatrice de costumes. C'est une autre grande passion qui lui est venue en même temps que la danse. Parallèlement à sa carrière de danseuse, elle dessinait des costumes à droite à gauche, et lorsque José Martinez, justement, lui a proposé de créer les costumes pour son ballet Mi Favorita, elle a commencé à pleinement exploiter cet autre talent. Et suite à cela, elle a reçu d'autres demandes. Elle a donc conçu des costumes pour des créations de Martinez, mais aussi pour le ballet de Vienne, le ballet du Rhin ou encore le ballet de Shanghai, l'opéra Rigoletto et même pour les spectacles du tricentenaire de l'école de danse. C'est dire. Mais en tant que danseuse, elle a tout de même dû respecter la limite fixée par l'Opéra de Paris, le vénérable âge de 42 ans et demi. Elle a donc fait ses adieux officiels le 10 octobre 2013 dans La Dame aux Camélias de John Neumeyer. Si elle a choisi ce ballet, c'est parce qu'elle considère le rôle qu'elle incarne comme le plus beau de sa vie, car il dépasse la danse et le cadre du ballet traditionnel, et le chorégraphe fait travailler les danseurs comme des acteurs dans une mise en scène très théâtrale. Mes goûts ont changé aussi au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que là, au départ, où j'étais plus dans la virtuosité, plus dans l'intérêt du mouvement pur, avec des ballets abstraits, mon intérêt est très vite passé vers les ballets d'interprétation. En fait, j'ai travaillé avec John Neumeyer, La Dame aux Camélias, et ça a été vraiment un travail total. C'était l'interprétation. Et on ne parlait plus de tente à pointe, lève ta jambe, mets-toi en dehors. C'était le jeu d'acteur, c'était la mise en scène, les sentiments entre un personnage et un autre. Et ça, c'était vraiment passionnant, parce que tout d'un coup, on comprend pourquoi on a passé toutes ces années à la barre et toutes ces années à transpirer. C'est pour tout d'un coup se servir de ça et rêver, quoi, être sur scène et s'envoler. Alors certes, elle n'a officiellement plus le statut d'étoile de l'Opéra de Paris, mais ça ne l'empêche évidemment pas de continuer à danser. Après ses adieux, elle est tout de même revenue danser en tant qu'artiste invitée à l'Opéra de Paris, dans la tournée au Japon pour La Dame aux Camélias, mais aussi pour le ballet du Mariinsky, le Ballet National de Cuba, le Head National Ballet d'Amsterdam, l'English National Ballet et bien d'autres. Elle danse aussi dans des galas en France ou même à l'étranger. Elle se consacre également d'autant plus à la création de costumes pour des ballets mais aussi pour d'autres types de spectacles. Elle est également directrice artistique et pédagogique de l'école de danse contemporaine de Paris avec Pasqualina Noël. Loin d'avoir arrêté de danser, elle est aussi répétitrice, notamment de rôles-titres des ballets du répertoire qu'elle fait travailler à de jeunes danseurs de l'Opéra de Paris. J'ai beaucoup de plaisir à transmettre les indications qu'on m'a données.
au niveau de l'esprit, de l'imaginaire, de l'histoire. Pas seulement la technique, mais aussi comment se comporter dans le ballet. En fait, cette filiation et le fait d'avoir intégré tout ce que j'ai intégré, toutes ces émotions, je vais pouvoir les transmettre. Ça fait partie de moi. Le fait de donner tout ce que je sais à ces jeunes danseuses, finalement, il y a quelque chose qui pousse de moi dans ces danseuses. Ce qui a fait d'Agnès Le Testu une danseuse étoile des plus brillantes, c'est bien sûr une grande maîtrise de la technique et surtout une précision dans le rythme dont toutes les danseuses, même les plus grandes, ne peuvent pas forcément se vanter. Je pourrais utiliser 1000 extraits pour l'expliquer, mais osez me dire après cela que cette fille n'est pas un métronome sur pointe. Arrêtez ce métronome! Elle a en plus beaucoup de classe lorsqu'elle danse. Elle a un visage expressif et toutes ses qualités complètent sa technique. Et c'est pour ça que je l'adore. En plus, elle est mignonne comme tout. Regardez cette bouille! Sérieusement! Bon allez, on n'est pas sans finir cette vidéo par quelques petites anecdotes, sinon c'est pas marrant. Anecdote numéro 1. Elle est assez vite montée en grade dans le corps de ballet. Mais ce n'est pas un hasard s'il lui a fallu attendre 97 pour être nommée étoile. En effet, suite à une petite réforme au sein de la compagnie, les postes ont mis plus de temps à se libérer. Hugues Gall, le directeur de l'Opéra de Paris de l'époque, avait réduit le nombre d'étoiles au profit du nombre de premiers danseurs pour mieux respecter la pyramide. Il a donc fallu attendre que les étoiles en poste partent à la retraite. Anecdote numéro 2. Lorsqu'elle était encore sujet, elle s'est vue confier un rôle d'étoile par Rodolphe Nureyev lui-même. Ce dernier chorégraphiait sa propre version de la Bayadère et même si Agnès n'était encore que sujet, il la voulait elle pour le rôle de Gamzati et s'est battu pour qu'elle le danse lors des premières représentations. Et il m'a dit, moi j'aurais bien voulu vous mettre dans le rôle de Gamzati, dans la Bayadère, mais vous n'êtes pas dans le bon groupe. Alors là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas laisser passer ça. Je lui ai dit, mais l'année n'est pas commencée, peut-être vous pouvez demander à ce qu'on me change de groupe. Je vais faire ça. Vous vous en souvenez encore? Je m'en souviens. C'était exceptionnel de donner un rôle d'étoile comme ça à une danseuse sujet du corps de ballet, donc ça a été un gros détonateur. Anecdote numéro 3. Il est à noter qu'avec sa taille non négligeable d'1m77, elle culminait au-dessus des autres danseuses qui sont traditionnellement plus petites. Même si le problème s'est moins posé au fil du temps, elle ressortait toujours un peu de l'ensemble et a dû s'imposer pour avoir certains rôles. Vous avez une particularité, vous êtes grande. 1m77, ce qui explique qu'on vous a souvent donné des rôles de méchante. J'avais que des rôles de garce. C'est quand même incroyable. Que des rôles de garce au départ. Gentils, c'est bien connu. Non, mais parce qu'avec la haute taille comme ça, tous les rôles de garce, il a fallu vraiment que je m'impose pour faire des rôles... pas les petites garces, mais les rôles romantiques. De nos jours, bien des danseuses sont aussi grandes qu'elle, voire plus, mais à l'époque, elle était l'une des premières et un peu la seule. Et comme dans le ballet, beaucoup de rôles sont assez stéréotypés, ils sont plus facilement attribués à des danseuses plus petites. Et enfin, anecdote numéro 4. Non contente d'exceller en danse et en conception de costumes, Agnès Le Testu a également créé un bagage qui n'existait pas et aurait pourtant été bien utile pour le métier, la valise à tutu. Je me suis retrouvée un jour à être obligée d'emmener 5 ou 6 tutus. Et c'est assez encombrant, il ne faut pas les plier n'importe comment. Et je me dis, mais comment je vais faire? Bon, j'étais bien embêtée au moment où j'ai eu besoin de l'emmener. Puis après, la maison Longchamp m'a proposé de faire un bagage qui n'existait pas dans mon métier, qui serait utile. Voilà, donc j'ai créé cette valise à tutu qui est comme une grosse boîte à camembert, en fait, où on peut empiler plusieurs les tutus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le format et l'ambiance un peu différents vous auront plu. J'ai mis en description tous les liens vers les interviews et articles que j'ai utilisés. Je tiens à remercier la demoiselle qui, en plus des dessins de fond et de l'avatar habituel, a fait spécialement pour cet épisode le portrait d'Agnès Le Testu. Donc allez voir son compte Twitter parce que là vous n'avez qu'un infime échantillon de son talent. Comme d'hab, ne lésinez pas sur les pouces bleus, les commentaires et le partage. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes. Car oui, c'est la rentrée, donc on s'y remet, allez au boulot. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour la reprise, prenez soin de vous, buvez de l'eau et à la prochaine!